Imaginons la scène 2 secondes. On a un salon, tout ce qu'il y a de plus classique, un canapé, confortable, une petite table basse, bref, la routine, quoi. Ouais, le décor habituel. Exactement. Et là, soudainement, un énorme grand requin blanc de plusieurs mètres de long se jette toute mâchoire ouverte en plein milieu de la pièce. Ah oui, ça fait son petit effet, ça. Logiquement, on devrait rester complètement de marbre, hein, puisqu'on sait qu'on porte juste un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et pourtant, le corps se recroqueville, les bras se lèvent pour protéger le visage, les jambes se replient carrément en position fétale. C'est un réflexe fulgurant. Mais oui, pourquoi un simple bout de plastique sur les yeux a-t-il le pouvoir de, genre, court-circuiter des millions d'années d'évolution et d'instinct de survie? C'est vraiment ce paradoxe fascinant qu'on va décortiquer dans notre analyse d'aujourd'hui. Et c'est une question hyper fondamentale, surtout parce qu'elle contredit tout ce que la culture populaire nous a vendu depuis des décennies. Ah bon? Comment ça? Pense à la science-fiction. De Matrix au mouvement cyberpunk, on nous a toujours vendu cette idée de la transcendance numérique. À l'esprit qui quitte le corps? Et voilà, exactement. La promesse que la technologie allait enfin nous séparer de la biologie, qu'on pourrait laisser notre enveloppe charnelle bien sagement sur une chaise pour projeter notre esprit pur dans un cyberespace virtuel. Sauf que la réalité, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, est en train de nous prouver l'exact inverse. Carrément l'inverse, oui. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, on va s'appuyer aujourd'hui sur un document académique vraiment captivant. C'est publié sur HLL Open Science et c'est écrit par le chercheur Julien Alvarez. Ça s'intitule Test du PlayStation VR, le corps revient en force. Un titre qui annonce bien la couleur. C'est clair. À travers des tests super concrets sur la réalité virtuelle, il démontre que, loin de nous désincarner, cette technologie replace notre corps physique au centre absolu de l'expérience vidéoludique. En fait, on ne s'échappe pas du tout de son corps. On y est presque plus enchaîné que jamais. Et c'est là toute l'ironie de l'évolution de la technologie, non? Totalement. On a longtemps pensé que l'écran plat et le clavier, c'était nos portes d'entrée vers le virtuel. Mais en réalité, ils agissaient plutôt comme un filtre. Un filtre, c'est-à-dire? Une barrière qui nous tenait à une distance de sécurité. Dès qu'on retire ce cadre physique, l'écran télé quoi, la zone de frottement entre notre chair et le pixel devient littéralement le terrain de jeu de nos réflexes les plus primaires. Du coup, reprenons notre exemple du requin parce que, honnêtement, l'anecdote décrite dans ce papier est incroyable. Il s'agit d'une expérience en VR qui s'appelle Ocean Descent. Oui, la fameuse descente en cage. Voilà. On a une participante, Véronique, qui a la quarantaine. Elle met le casque et paf, elle se retrouve dans une cage de plongée sous-marine. Au début, c'est super contemplatif. C'est censé être l'accent. Grave. Des bancs de poissons multicolores, des méduses lumineuses dans l'obscurité. Enfin, c'est magnifique, quoi. Mais bon, on le sait très bien, dans ce genre de simulation, ça finit toujours mal. Ça serait pas drôle sinon. Exactement. D'un coup, la radio crépite, l'équipage en surface commence à paniquer, la tension monte, et bim, l'attaque du grand requin blanc. Le moment fatidique. Il se jette sur la cage et en arrache la vente d'un coup de dent. Et ce moment précis, c'est vraiment un cas d'école en neurologie comportementale. Véronique cherche frénétiquement à agir. Dans l'étude, il est noté qu'elle demande même à voix haute ce qu'elle doit faire. Bah oui, parce qu'elle a pas de manette, quoi. C'est ça. « Je n'ai pas de manette », qu'elle dit. Mais, attends, je t'arrête tout de suite parce que ça me pose une vraie question. Je veux bien qu'on sursaute. C'est un peu comme, tu sais, le réflexe qu'on a tous au cinéma devant un film en 3D quand un truc fonce vers l'écran. Oui, le petit mouvement de recul. Voilà. Mais là, Véronique replie ses vraies jambes sur son canapé, dans la vraie vie, et elle reste bloquée en position fétale pour se protéger du requin virtuel jusqu'à la fin. C'est un instinct de préservation pur et dur. Mais son cortex préfrontal, enfin son cerveau rationnel, sait pertinemment qu'elle est assise dans un salon. Pourquoi la logique ne reprend-elle pas, genre, simplement le dessus au bout de 2 secondes? Tout simplement parce que la vue est notre sens dominant. Et de très, très loin. D'accord. L'illusion visuelle à 360 degrés, dans un casque, elle est si totale qu'elle pirate littéralement le circuit de la peur dans le cerveau. L'information visuelle du requin, elle arrive à l'amygdale. Qui est notre centre d'alerte reptilien, c'est ça? Exactement. L'alerte arrive bien avant que le cortex préfrontal n'ait le temps de dire « Hé, calmez-vous, on est dans le salon ». Et surtout, comme tu l'as mentionné, il manque un élément crucial dans cette expérience. La fameuse manette. Absolument. Le fait de ne pas avoir de bouton sous les doigts, ça change absolument toute la donne. Comment ça? En quoi un bout de plastique nous rassure? Eh bien, depuis les débuts du jeu vidéo, la manette agit comme une interface artificielle, oui, mais surtout comme un bouclier psychologique. C'est l'outil qui gère le danger à notre place.
Ah, je vois. Si le bonhomme à l'écran meurt, c'est la faute de la manette, pas la mienne. Un peu de ça, oui. Quand on supprime ce filtre matériel, le cerveau de la joueuse réalise soudain qu'il n'a plus d'outils externes pour se défendre. Par conséquent, il utilise la seule interface qui lui reste. Son propre corps physique? Voilà. C'est pour cela que la position fétale s'impose d'elle-même. La réalité virtuelle convoque le corps avec une force inédite, justement parce qu'elle supprime l'abstraction des commandes classiques. Donc en gros, face au vide numérique, notre instinct de survie fait de notre propre chair la manette ultime. C'est complètement fou. C'est fascinant. Mais du coup, si le corps réagit involontairement à un danger, comment ça se passe quand on doit agir de manière volontaire? Genre, pour interagir avec des objets qui n'existent pas. C'est là qu'on passe à une autre étape de l'étude. Oui, l'auteur aborde un autre titre, VR, The London Heist. On y incarne un gangster londonien. Et là, la description est presque comique. On n'a pas de corps complet en jeu. Non, juste deux mains. C'est ça, juste deux mains gantées qui flottent dans le vide et qui sont modélisées à partir des mouvements réels du joueur avec les manettes PlayStation Move. C'est une approche super minimaliste, mais elle révèle des mécanismes d'adaptation cognitif vraiment brillants. Ah oui, complètement. Il y a cette scène dans une brasserie où le joueur doit fumer un cigare virtuel. Et au début, c'est un festival de maladresse. J'imagine bien la galère. Mais grave, le testeur essaye d'allumer le cigare avec un briquet virtuel. À une seule main, vu qu'il doit coordonner ses deux mains flottantes, il fait tout tomber par terre. Sauf que le monde virtuel pardonne. Exact. L'objet retombe sur la table et se rematérialise direct. Et là, le joueur finit par trouver une astuce géniale. Il coince le bout de pixel, enfin le cigare virtuel, dans sa vraie bouche. Pour avoir les mains libres. Exactement. Pendant que l'histoire et les dialogues du jeu se déroulent, le joueur s'en moque un peu. Il est juste fasciné par sa propre capacité à manipuler du vide. Et ce comportement, ça illustre parfaitement ce que l'auteur appelle une prothèse à l'imaginaire. Ah, j'aime bien ce terme. C'est très juste. Et paradoxalement, le fait de ne voir que deux mains flottantes sans le reste des bras ou du torse, c'est un avantage cognitif énorme. Un avantage? Mais on devrait trouver ça bizarre d'être un homme invisible, non? Logiquement, oui. Mais si le jeu t'imposait un corps complet, avec des bras, des jambes, et que la posture de cet avatar ne correspondait pas au millimètre près à ta posture réelle sur ton canapé? Ah, l'illusion se briserait direct. Le cerveau dirait « c'est pas mon bras ». Tout à fait. En laissant ce vide visuel, le cerveau humain fait ce qu'il fait de mieux. Il comble les lacunes. Il projette ton vrai corps physique dans l'espace virtuel. Et cette projection, elle mène à ce que je trouve être le moment le plus dingue de toute cette analyse. Le moment du canapé? Oui. Le joueur est assis sur une banquette dans le jeu. Il veut voir quelle sensation ça ferait de toucher le cuir virtuel de cette banquette avec ses mains virtuelles. Une curiosité toute naturelle en VR. Sauf qu'il baisse sa vraie main. Et sa vraie main caresse le revêtement de son propre canapé, bien réel, dans son salon. C'est ce que l'auteur appelle une étrange alchimie entre la diégèse L'univers narratif du jeu, et le monde physique, ouais. c'est ce qu'on appelle le phénomène de la collision tactile, ou la collision sensorielle synchronisée. Pour bien piger le truc, il faut comprendre comment notre cerveau valide la réalité. Vas-y, explique. Si tu vois une table virtuelle, que tu poses ta main dessus, et que tu vraiment traverses le vide, le cerveau rejette l'illusion. Il sait que c'est faux. Logique. Mais là, le joueur voit une banquette et touche en même temps une surface solide, avec une texture à peu près compatible, du cuir, du tissu... Même si c'est évidemment pas la même banquette du tout. Exactement. Mais cette coïncidence tactile, elle valide l'illusion visuelle à 100% pour le cerveau. L'environnement immédiat du joueur, son vrai salon, devient soudain un accessoire du monde virtuel. C'est ouf. C'est un peu comme, tu sais, le syndrome de la marche d'escalier fantôme, mais à l'envers. Ah oui, quand on descend dans le noir. C'est ça. Tu descends, tu penses qu'il reste une marche et bam, ton pied tape violemment le sol plutôt que prévu. Le cerveau s'était préparé à une réalité physique qui n'était pas là. C'est une super analogie. Sauf qu'en réalité virtuelle, le cerveau s'attend au vide. Et quand il trouve de la matière réelle qui correspond miraculeusement à l'image virtuelle, c'est l'extase cognitive. C'est clair. Et tu vois, cette fusion, ça modifie profondément la grammaire même de l'interaction dans les jeux. Ah oui, l'étude parle de la fusillade, c'est ça, hein? Oui, dans une scène d'action de ce même jeu, The London Heist, il y a une fusillade intense dans un bar. Comment le joueur fait-il pour se mettre à couvert derrière le comptoir? Eh bien, il ne cherche pas un bouton croix ou rond sur une manette pour s'accroupir, comme on le ferait bêtement depuis 30 ans sur console. Non, il fait quoi? Il s'accroupit physiquement, en vrai, au milieu de son salon. Il penche sa vraie tête pour regarder à travers les impacts de balles virtuelles dans le bois de comptoir. C'est une implication totale.
La survie dans le jeu ne dépend plus d'une combinaison de touches, mais de la proprioception, le fait d'avoir conscience de la position de ses propres membres dans l'espace. C'est genre une libération totale par rapport au contrôle artificiel habituel. Oui. Enfin, jusqu'à ce qu'on se heurte violemment au mur biologique par excellence. Aïe, ri. Ah oui, la fameuse faille dans la matrice, le motion sickness. Le cauchemar de la réalité virtuelle. Parce que tout ce qu'on vient de décrire là, ça fonctionne à la perfection tant qu'on reproduit des actions statiques. Si mon corps réel est assis et que mon personnage virtuel est assis, bah mon cerveau est ravi. Tout est aligné. Mais à la minute où l'on demande au virtuel de se déplacer frénétiquement dans tous les sens alors que le corps physique, lui, reste ancré sur le canapé, c'est la rébellion verte. La dissonance vestibulaire, pour être précis. C'est ici que la physiologie pure vient briser net leur rêve numérique. Dans les tests de l'étude, il y a cette scène de course-poursuite à bord d'une camionnette. Le joueur doit tirer par la fenêtre sur des motards qui le poursuivent. Une scène classique de film d'action. Oui, mais là, le joueur tourne la vraie tête dans tous les sens pendant que le véhicule virtuel roule à toute vitesse sur la route. Et là, boum, vertige immédiat, les sueurs froides. Le corps lâche. D'ailleurs, il cite le cas d'un adolescent de 15 ans, Clément, et sa réaction est presque héroïque, je trouve. Ah oui, il ne veut pas abandonner, lui. Non, il perçoit ce vertige, cette envie de vomir, non pas comme un défaut technologique, mais comme une difficulté physique supplémentaire pour gagner le jeu. C'est lui contre sa propre biologie, quoi. L'esprit veut continuer, mais l'estomac hurle stop. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ce fameux vertige, ça n'a rien d'un simple malaise passager ou d'une fragilité. C'est un mécanisme de défense évolutif extrêmement profond. Comment ça? Ça vient de notre système vestibulaire qui est situé dans l'oreille interne. C'est notre gyroscope naturel et il est ultra précis. Attends. C'est l'oreille interne qui nous donne la nausée. Mais pourquoi elle réagit de manière aussi violente? Enfin, je veux dire, c'est quoi l'intérêt évolutif de vouloir vomir quand on joue à la console? Ah, ça c'est fascinant. C'est lié à une petite zone du cerveau qu'on appelle l'area postrema. Area postrema, d'accord. Son job, depuis la nuit des temps, c'est de surveiller la toxicité dans notre sang. Ok. Imagine la situation. Tes yeux envoient au cerveau le signal que ton corps est en mouvement très rapide, comme dans la camionnette du jeu. Ok, ça dit. Mais ton oreille interne, elle, dit au cerveau « Non, je vous jure, on est parfaitement immobile, sur un canapé en cuir. » Ah, les deux infos se contredisent. Exactement. Le cerveau se retrouve face à une impossibilité physique totale. Et son interprétation évolutive, basée sur des millénaires de survie, elle est très simple. Mes sens se contredisent, donc je suis victime d'une hallucination. Et si j'hallucine, c'est que j'ai ingéré une neurotoxine ou des baies empoisonnées. Mais non. Si. Et si je suis empoisonné, la seule solution pour survivre, c'est de purger l'organisme immédiatement. D'où la nausée instantanée. Donc si je résume, la nausée qu'on ressent en VR, c'est littéralement notre instinct de chasseur-cueilleur qui panique parce qu'il croit qu'on s'est empoisonné avec des champignons. C'est exactement ça. Mais c'est incroyable, et en même temps, ça doit être un casse-tête infernal pour les développeurs de jeux. Surtout quand on regarde un autre cas cité dans l'étude, le jeu Scavengers Odyssey. Ah, ça, c'est le cas d'école du jeu qui repousse beaucoup trop les limites de la tolérance humaine. C'est clair. Dedans, on incarne un alien qui bondit d'astéroïde en astéroïde dans l'espace. Au début, on se déplace à l'horizontale, donc ça va, le cerveau gère à peu près. C'est fluide. Mais soudain, le level design nous force à passer à la verticale. Il faut marcher sur les murs ou au plafond. Et là, catastrophe totale. Le désaccord sensoriel est maximum. Trop violent. La nausée survient en quelques secondes à peine, et surtout elle perdure de longues minutes, voire des heures après avoir retiré le casque. L'étude note que quasiment personne, lors des tests, n'a voulu y rejouer, même si le scénario et l'univers étaient top. Le poison virtuel était perçu comme trop fort par l'organisme. C'est ça. C'est rédhibitoire. Mais alors, comment on fait? Les créateurs de jeux vidéo doivent retourner à la fac pour devenir neurologues? Dans une certaine mesure, oui. Le métier de concepteur de niveau, ce qu'on appelle le level designer, a dû radicalement changer avec la VR. Il faut ruser, quoi. Il ne s'agit plus seulement de créer un parcours visuellement impressionnant ou amusant, il faut littéralement concevoir une chorégraphie spatiale qui respecte la biologie de notre oreille interne. Et d'ailleurs, le chercheur met en avant une solution plutôt brillante, trouvée par un autre jeu, Until Dawn, Rush of Blood. Oui, l'idée du train fantôme. C'est ça. Au lieu de laisser le joueur courir librement avec un joystick, ce qui provoque ce fameux conflit sensoriel, on le place de force dans un chariot sur des rails virtuels. Une idée de génie neurologiquement parlant.
Parce que du coup, le déplacement virtuel se fait à une vitesse à peu près constante sans ces accélérations brutales qui feraient paniquer l'oreille interne. Exact. Mais la vraie trouvaille de ce jeu, c'est la mécanique d'esquive. Oui, le jeu envoie des obstacles, genre des énormes planches de bois mortelles directement vers le visage du joueur. Et pour survivre, il faut faire quoi, Eve? Le joueur doit physiquement, en vrai, se baisser sur son canapé ou se pencher hyper franchement sur les côtés pour les éviter. Et ça trompe le cerveau de manière magistrale. Vraiment. Comment ça marche? En imposant au vrai corps de faire un grand mouvement physique qui correspond exactement à l'action demandée à l'écran, on résynchronise temporairement la vision et le système vestibulaire. Les données concordent à nouveau, même si c'est furtif. C'est hyper malin. Et le résultat est là, selon les témoignages, comme celui de Quentin, 17 ans. Dans l'étude, la cinétose, le mal des transports virtuels, a presque totalement disparu sur ce jeu. Ça laisse toute la place à la seule émotion que les développeurs voulaient créer, la peur des fantômes. C'est de l'ingénierie neurologique pure, franchement. Mais bon, l'être humain étant ce qu'il est, c'est-à-dire profondément têtu, que se passe-t-il quand on refuse d'être sagement sur des rails? Quand on veut plus de liberté? Oui, quand le désir de vivre une expérience absolument incroyable est plus fort que la biologie elle-même. Ça nous amène à la dernière grande observation de ce document, l'adaptation lors du pilotage d'un vaisseau X-Wing dans Star Wars en VR. Alors là, c'est une simulation qui coche absolument toutes les cases du cauchemar pour l'oreille interne. C'est clair. Des accélérations fulgurantes, du vide intersidéral partout et l'absence totale de repères de gravité. Le combo perdant pour l'estomac. Mais c'est la réalisation d'un rêve de gosse absolu pour beaucoup. Ah bah, piloter un vaisseau Star Wars, tu m'étonnes, hein? La première chose frappante dans ce test, c'est qu'on a un corps complet cette fois. Pas juste des mains flottantes. Non. Quand le joueur baisse la tête, il voit son corps en combinaison orange de pilote rebelle. Il voit ses bras virtuels qui manipulent les commandes en parfaite synchronisation avec sa manette. Et il a même l'impression visuelle que le torse virtuel se soulève au rythme de sa propre respiration. L'immersion est gigantesque. Bien que, et c'est très drôle, la conception cache un petit subterfuge technique si on fouille bien. Ah oui, le coup de la tête grévoche. Ce détail est excellent. L'auteur explique que si le joueur se penche volontairement hors de l'axe naturel prévu par la caméra pour s'observer, il découvre que son fier pilote rebelle n'a absolument pas de tête. C'est le cavalier sans tête de l'espace. C'est ça, les développeurs l'ont simplement coupé au niveau du cou. Ça évite que le modèle 3D du casque virtuel de l'avatar ne crée des bugs d'affichage à l'intérieur même du champ de vision du vrai joueur. C'est du bricolage très intelligent, mais revenons à la question du mouvement. Oui, l'essentiel, les loopings dans l'espace pour esquiver les tirs de laser. Physiologiquement parlant, ça devrait être le retour de l'alien sur l'astéroïde dont on parlait tout à l'heure. La nausée devrait être totalement insupportable. Et pourtant, Piloter un X-Wing vient carrément écraser le signal de détresse physiologique. c'est fou de se dire qu'une passion d'enfance peut servir d'antidote à une nausée physique. Les joueurs ont développé, souvent sans même s'en rendre compte, des stratégies cognitives en temps réel. C'est-à-dire? Ils apprennent d'eux-mêmes à recentrer leur regard sur un point fixe du tableau de bord pendant qu'ils font des tonneaux avec le vaisseau. La capacité du cerveau à s'adapter, quoi. Voilà. L'auteur compare ce processus à l'amarinage. Le mal de mer. Oui. Lorsqu'un marin embarque sur un navire pour la première fois, les premiers jours sont très souvent marqués par de la nausée. Le roulis des vagues crée exactement ce même conflit sensoriel. Mais au bout d'un certain temps, Le corps s'habitue. le cerveau comprend que cette dissonance constante n'est finalement pas due à un empoisonnement mortel, mais juste à un nouvel environnement physique. Alors il apprend à ignorer les signaux contradictoires de l'oreille interne. C'est hyper clair. C'est un peu comme si l'oreille interne, c'était un groupe de discussion WhatsApp particulièrement bruyant. Au début, ça vibre toutes les secondes avec des notifications d'alerte. C'est juste insupportable. Bonne comparaison. Et puis, face à la motivation de continuer à s'amuser sur Star Wars, le cerveau finit simplement par mettre la conversation en sourdine. Il filtre l'alarme au lieu de déclencher la nausée. L'analogie est très juste. Le cerveau met l'alerte toxique en sourdine. Et tu sais, il faut bien comprendre que cette évolution vers l'intégration physique totale dans le jeu, elle n'est pas tombée du ciel. Ah non. Les toutes premières recherches sur la réalité virtuelle et ce fameux conflit sensoriel datent des années 60, bien avant l'ère des consoles de salon. C'est vrai que si on regarde la chronologie récente, l'industrie du jeu vidéo a avancé par étapes pour ramener notre corps dans la boucle petit à petit. Oui, repense à 2006. Là oui, Exactement.
La Nintendo Wii a forcé le grand public à se lever de son canapé et à mimer de vrais mouvements de tennis ou de bowling avec la manette. Et quelques années plus tard, on a eu la Kinect de Microsoft, qui a carrément supprimé la manette physique pour scanner la totalité du squelette du joueur. Voilà. La réalité virtuelle d'aujourd'hui, c'est juste l'aboutissement logique de cette longue trajectoire. C'est le moment fatidique où le corps entier devient le seul pont viable entre notre monde physique et l'univers numérique. Et la conclusion globale qu'on peut tirer de la recherche de Julian Alvarez, c'est que le succès et l'avenir de ces mondes immersifs reposeront toujours sur un équilibre très fin. Un compromis. C'est ça. D'un côté, on a l'ingéniosité des concepteurs, le level design pour limiter les conflits sensoriels, et de l'autre, on a la fameuse capacité d'adaptation biologique des utilisateurs. Parce que, soyons honnêtes, Oui, évidemment. construire des simulateurs professionnels avec des vérins hydrauliques synchronisés pour chaque salon, c'est juste impossible, logistiquement et financièrement. C'est certain, personne n'a la place ni le budget pour ça. Ce qui nous ramène parfaitement à notre grand paradoxe du départ. L'idée même que la technologie de pointe allait finir par faire de nous de purs esprits détachés de la matière, elle s'effondre totalement. Le mythe cyberpunk en prend un coup. Un sacré coup. Le passage de la bonne vieille manette avec ses petits boutons au casque virtuel immersif a eu l'effet strictement inverse. Ça a rendu notre chair, nos muscles, notre rythme cardiaque et notre sens de l'équilibre plus alertes et indispensables pour pouvoir exister au sein de ces univers de pixels. On ne s'échappe pas de son enveloppe charnelle en VR, on apprend juste à la réutiliser autrement. Et c'est merveilleux au fond. La réalité virtuelle agit aujourd'hui comme un miroir grossissant de notre propre biologie. Loin de nous désincarner, elle nous rappelle brutalement à quel point nos instincts primaires, qui ont été affûtés par des millénaires d'évolution, ils gouvernent toujours nos réactions, même face à du vide illuminé sur un écran. Et d'ailleurs, en parlant de biologie et d'adaptation, il y a une dernière réflexion super provocatrice qui est soulevée par ces mécanismes d'habituation, et je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Je t'écoute. On vient de dire que le cerveau humain pouvait s'habituer, mettre en sourdine l'oreille interne pour survivre aux loopings spatiaux sans vomir son déjeuner. Oui, l'amarinage virtuel. Mais si on pousse cette logique sur le temps long, imagine si des générations entières, dès le plus jeune âge, se mettent à passer des centaines, voire des milliers d'heures chaque année dans ces environnements virtuels. Ce qui est de plus en plus probable. Exact. S'ils reprogramment littéralement, physiologiquement, la façon dont leur cerveau traite les informations vitales de l'équilibre juste pour survivre dans le numérique. On est en droit de se demander quelles seront les répercussions hors ligne dans la vraie vie. Exactement. Si notre cerveau s'habitue à dissocier systématiquement ce que nos yeux voient de ce que notre corps ressent, est-ce que ça pourrait à terme modifier notre sens de l'équilibre global? Est-ce que ça pourrait changer nos réflexes instinctifs et même notre façon de nous mouvoir dans le monde purement physique? C'est une perspective qui donne presque autant le vertige que le jeu lui-même. C'est le moins qu'on puisse dire. Une sacrée réflexion pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre espèce couplée à la machine. Sur ce, il est temps de refermer cette analyse. Gardons bien les pieds sur terre, en tout cas tant que notre cerveau sait encore où elle se trouve. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.